Les personnes me demandent souvent si leurs problèmes de fatigue, de douleurs articulaires, même de troubles digestifs pourraient être liés à des intolérances alimentaires. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, qui m'envoient des mails qui me sollicitent et qui me demandent en fait si les problèmes, ce type de problème pourrait venir en fait d'intolérance alimentaire ou de troubles digestifs. Alors chaque cas est différent, mais c'est vrai que les intolérances alimentaires vont donner des symptômes qui semblent parfois avoir vraiment aucun rapport avec le symptôme en question, le problème en question, c'est-à-dire le psoriasis, l'eczéma, etc. Et pourtant, c'est fortement lié, parce qu'il faut savoir que notre intestin, c'est vraiment la première interface avec l'extérieur, et c'est en rapport avec les aliments aussi que l'on consomme, que l'on mange. Le système immunitaire est à 80% à peu près, 70-80% au niveau digestif, et en fonction des aliments, de ce qu'on va manger, en fonction aussi de notre niveau de stress, ça va avoir des répercussions sur nos capacités à digérer, mais sur aussi notre système immunitaire. Et notre système immunitaire, en fonction de ça, en fait, de ce que l'on mange, il va soit activer la guerre, entre guillemets, soit activer, soit rester en paix, soit être tolérant par rapport à ce que l'on mange. Et lorsqu'on a des intolérances alimentaires, c'est-à-dire des aliments que notre corps reconnaît comme étrangers, en fait, alors ça peut être génétique, mais c'est surtout acquis parce qu'on a une alimentation aujourd'hui qui est mauvaise. Je veux dire, on retrouve de moins en moins de nutriments, d'éléments essentiels à nos cellules dans l'alimentation, elle est de plus en plus raffinée, et on consomme surtout les mêmes choses, des produits laitiers, du gluten, on en trouve partout et de qualité de moins en moins bonne, hein, parce que on veut faire de la quantité, mais ça peut pas aller avec la qualité, hein, voilà. Donc c'est sûr que le gluten aujourd'hui, ce n'est plus ce que c'était il y a des dizaines d'années avant, c'est-à-dire qu'il est quand même assez raffiné. La protéine de gluten a été modifiée pour qu'on puisse faire des pains un petit peu élastiques, des pains moelleux, des brioches, etc. Mais ça, notre système immunitaire n'a pas encore les capacités de l'identifier, de le reconnaître, et ça va créer des incompatibilités immunitaires, et ce qui va faire qu'on va activer l'inflammation, et ça va avoir des répercussions pas que sur les troubles digestifs, mais après sur tout notre état général, c'est-à-dire notre fatigue, la synthèse de sérotonine, c'est-à-dire le moral. La sérotonine va intervenir sur le moral, sur le sommeil, sur le niveau de stress, donc ça va faire vraiment des gens stressés, même si ça peut paraître stupide de se dire ben, je mange du gluten, je vois pas ce que ça a à voir avec mon niveau de stress ou le fait que je sois déprimée, mais c'est complètement lié. Alors, ça peut être le gluten, mais ça peut être aussi tout un tas d'autres aliments, et c'est vrai qu'en fait notre intestin synthétise aussi la sérotonine. Dans notre intestin est synthétisée la sérotonine, qui est cet antidépresseur dont on a besoin, qui va agir sur le moral, donc sur le sommeil et le stress. Et lorsqu'il y a des problèmes d'inflammation, de troubles digestifs, cette hormone, ce neurotransmetteur, ne va pas être produit en quantité suffisante, et ça va jouer énormément sur le moral. On va souvent se retrouver avec un moral en dents de scie, ou des problèmes de sommeil avec des réveils nocturnes, des angoisses, voilà. On voit un petit peu la vie du mauvais côté, et notamment aussi, bon, c'est quand même assez fréquent, c'est les envies de sucre en fin d'après-midi et le soir, qui sont liées justement à cette baisse de sérotonine, parce que la sérotonine va agir sur l'appétit. Et le fait qu'il y ait un manque de sérotonine, notre corps va appeler au sucre pour faire monter ce taux, parce que le sucre va faire monter le taux de sérotonine, même si, comme je le dis souvent, ce n'est vraiment pas la solution, c'est un cercle vicieux. Quand on n'est pas très bien moralement, on va partir sur du sucre, on va manger beaucoup de sucreries, de gâteaux, parce que justement ça va augmenter ce taux de sérotonine, de bien-être, qui n'est pas qui n'a pas d'effet dans le temps, bien évidemment, qui va installer plutôt un phénomène de dépendance au quotidien, de dépendance au sucre. Donc voilà, il faut bien comprendre que le lien entre les intolérances alimentaires, les problèmes de flore intestinale, et tous ces problèmes à côté, de fatigue, d'envie de sucre, de réveil nocturne, de troubles du sommeil, voilà. On est tellement fatigué que notre corps, après, bon, il ne récupère plus.
Et ça va jouer aussi sur, au fil du temps, des problèmes un peu plus importants comme des douleurs articulaires, du psoriasis, etc. Comment faire le lien, comment identifier justement ces intolérances alimentaires? Alors, d'une part, on peut essayer de le faire soi-même en supprimant les aliments que l'on consomme le plus. Parce que quand on est fatigué, souvent très fatigué, et que vraiment vous ne connaissez pas la raison du moins, il y a de fortes chances que ce soit alimentaire. Et souvent, ce sont des aliments que vous consommez au quotidien. Ce pas des aliments que vous consommez une fois par mois. C'est pas ça qui va vous déclencher, vous donner autant de fatigue. Ce sont des aliments que vous mangez très souvent. Ça peut être aussi des fruits et des légumes, bien évidemment, mais la plupart du temps, c'est vraiment des aliments que l'on retrouve beaucoup dans les rayons des supermarchés et un petit peu partout où que l'on aille. Il y a des produits laitiers, du gluten, des levures. Voilà, tout ça, ce sont des aliments que l'on consomme au quotidien, enfin du moins les trois quarts des personnes, et qui ressortent très souvent en intolérance alimentaire. Voilà, donc ça, c'est important de retirer déjà de l'alimentation les aliments qu'on consomme le plus. La première chose, et voir un petit peu si déjà il y a un mieux-être, si on a moins de migraines, si on dort mieux, même si l'effet n'est pas sensationnel au départ, même s'il y a un petit effet, on est peut-être sur la bonne voie. Donc la première chose, c'est d'enlever ces aliments-là, surtout si on a un doute sur un aliment. Par exemple, on a un doute sur les œufs, on mange des œufs assez souvent, on va les retirer. Et au bout de 2-3 semaines, on va réintroduire l'aliment et voir vraiment ce que ça fait. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est bien sûr d'enlever juste un aliment, parce que souvent on n'a pas qu'une seule intolérance, on en a plusieurs. Alors c'est vrai que c'est quand même plus difficile d'arriver à reconnaître tous les aliments en question. S'il y avait juste un aliment, ce serait plus simple. Et c'est ça le problème, c'est que les personnes vont me dire des fois, j'ai retiré les œufs, et j'ai toujours eu mes problèmes, et pourtant elles étaient intolérantes aux œufs. Mais il n'y avait pas que l'œuf. Il y avait aussi d'autres aliments qui étaient, qui ressortaient dans les résultats d'intolérance. La deuxième chose, qui fait partie aussi de la première, c'est de suivre la diète anti-candida. Alors, le candida albicans, c'est un champignon qui vit dans l'intestin, au même titre que les bactéries, au niveau de la flore intestinale, et qui a son rôle à jouer, qui va éliminer les déchets, qui va servir aussi à la digestion. Mais, donc c'est une levure, mais quand elle prolifère, cette levure, c'est là qu'elle va être mauvaise, on va dire, puisqu'elle va se transformer, elle va passer à sa forme filamenteuse. Et la forme filamenteuse va donner aussi des gros symptômes de fatigue, de baisse de morale, de dépression, de troubles du sommeil. Donc c'est un peu la même chose que les intolérances, c'est fortement lié, parce que souvent lorsqu'il y a des intolérances alimentaires, problème de flore intestinale, on ne peut pas connaître tout le temps ce qui a commencé au départ. Est-ce que c'est la flore intestinale qui était déréglée? Certainement. Ou le fait de manger trop vite qui crée aussi des intolérances alimentaires, ou le fait d'avoir une alimentation raffinée et peu variée. Bon voilà, il y a plusieurs origines. Mais tout ça, ça va faire dérégler le candida albicans qui va passer à sa forme filamenteuse. Donc quand il y a des intolérances alimentaires, souvent il y a un candida albicans. Quand il y a des problèmes de flore intestinale, pareil, il y a intolérance alimentaire et candida albicans. C'est vraiment le trio, le package. Et le candida albicans, c'est un chapitre quand même à part, mais en gros, lorsqu'on a un candida albicans, on a de très fortes envies de sucre. Évidemment, plus fréquentes en fin d'après-midi et le soir par rapport à ce manque de sérotonine, qui s'active en fin d'après-midi et le soir, et lorsque justement cette hormone fait défaut, on a un pic d'envie de sucre vraiment aux alentours de entre 16h et 18h, et le soir souvent après le repas. On a vraiment besoin, c'est pas de la faim, mais c'est vraiment ce besoin de sucrer, de compenser ce manque. Et le candida albicans, quand on a le candida albicans qui se greffe par-dessus, l'envie de sucre est beaucoup plus importante, mais ça peut être aussi le matin, ça peut être le midi, on va manger beaucoup plus.
Mais l'envie de sucre, ça peut être aussi l'envie de pâtes, je veux dire, de manger énormément de pâtes. Il y a des personnes qui ne mangent pas forcément de sucreries, mais qui mangent beaucoup pendant les repas, qui ont besoin vraiment de manger beaucoup plus que la normale et qui se font la réflexion en se disant mais je mange goulûment, je mange énormément, c'est pas forcément de la faim, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que j'ai besoin de manger, j'arrive plus à m'arrêter. Ça, c'est vraiment le candidat albican, le signe du candidat albican. Ce qui peut ressortir aussi, c'est l'envie de chocolat noir, beaucoup, avec le candidat albican, mais il y a beaucoup d'autres signes. Donc, ce que je conseille, voilà, ce qui est important quand on veut aller mieux, pour moi, les 2 choses indispensables, c'est d'enlever les intolérances alimentaires les plus fréquentes et de suivre la diète anti-candidat. Voilà, ça c'est la base. On ne peut pas juste retirer 2-3 aliments et pas suivre la diète anti-candidat à côté. Voilà. C'est ce qui est détaillé dans la cure intestin. Alors la liste des aliments, elle est quand même assez longue. Parmi les aliments, on a les produits laitiers, on a la levure de boulangerie surtout, puisque le candidat albican est une levure. Donc tout ce qui est levure, même si on trouve du pain sans gluten, il y a toujours de la levure. Et avec la levure, on va nourrir le candidat. Donc c'est indispensable de suivre la diète anti-candidat et de retirer les intolérances alimentaires les plus fréquentes. Ça, si on fait ça déjà, on a fait plus de la moitié du travail. Ce qui est important après, c'est de réparer. C'est de réparer la flore intestinale, parce que si on a eu tous ces problèmes, c'est lié aussi à un problème de flore intestinale et de mauvaises habitudes alimentaires, bien évidemment. Donc il ne s'agit pas juste de retirer des aliments, il s'agit aussi de retrouver un équilibre alimentaire en mangeant varié, en mangeant des fruits et des légumes à chaque repas. Voilà. Et en réparant la barrière intestinale, puisque la barrière intestinale, donc c'est un filtre par lequel vont passer les nutriments, et lorsque ce filtre est brisé parce qu'on a des intolérances, parce qu'on a du candidat albican, ça va créer de la porosité intestinale. Et c'est justement cette porosité intestinale qui va faire qu'il y a des aliments mal digérés qui vont passer, et ça va activer l'inflammation. Et cette inflammation qui démarre d'abord dans l'intestin et qui va nous créer des symptômes, troubles du transit, ballonnement, flatulence, constipation, brûlure, cette inflammation va ensuite diffuser dans tout l'organisme. Et en fonction des constitutions, il y a des personnes qui vont avoir des douleurs articulaires, d'autres qui vont être migraineuses, d'autres qui vont avoir de l'acné, d'autres qui vont avoir des ongles cassants, dédoublés, de la fatigue, des réveils nocturnes. Il y a des personnes qui me disent, moi je ne dors pas depuis des années, je ne dors pas, voilà, sans qu'il y ait de raison particulière. Et souvent ces personnes font des erreurs alimentaires, même des erreurs sans le savoir, mais ont des intolérances alimentaires. Il y a souvent un lien avec l'intestin. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que vraiment, en changeant son alimentation, on peut retrouver ça, on peut retrouver le sommeil, on peut retrouver la santé, on peut en venir vraiment à bout de tous ces symptômes, ces douleurs articulaires, ces migraines. Moi, c'est les 3/4 de mes patients, de ma consultation, c'est ça. J'ai des retours très positifs et rapides surtout, parce que quand on enlève des aliments qui nous font mal, on ne va pas être mieux au bout de 6 mois. C'est immédiat. Immédiat, on ressent les effets immédiatement. Au bout de quelques jours, quelques semaines, c'est très très rapide. Donc la première chose, c'est de réparer l'intestin pour d'une part donc stopper la porosité intestinale, stopper le passage d'aliments mal digérés et rétablir l'assimilation des nutriments, puisque c'est au niveau digestif que l'on va tout assimiler, les vitamines, les minéraux, et avec ce que l'on absorbe de l'alimentation, ce qui passe à travers la barrière intestinale, de ce qu'on a mangé, on va faire des recettes, comme je dis, on va faire la recette du sommeil, on va faire la recette du moral, de la peau, de la concentration. Donc, quand on a des carences alimentaires, souvent, c'est lié, ça peut être lié au fait de mal manger, bien évidemment, mais c'est aussi lié au fait que, dû à cette porosité intestinale, on ne va pas absorber correctement les nutriments que l'on a mangés. Voilà. Il y a de la porosité, donc il y a un passage d'aliments mal digérés, mais on n'a pas les vitamines, on n'a pas les minéraux et on a des carences. Voilà. Donc première chose, c'est de réparer le filtre intestinal et de refaire la flore intestinale, parce que la flore intestinale, c'est la base de tout. Je pourrais passer des heures à parler de la flore intestinale, mais je ne vais pas le faire, parce que je vais essayer d'aller à l'essentiel. La flore intestinale, ça fait partie intégrante de notre immunité. C'est vraiment notre carte d'identité. On hérite déjà une partie de notre flore intestinale à notre naissance,
hein, parce que notre mère va nous transmettre une partie de sa flore intestinale si l'accouchement est naturel, ce qui est différent de la césarienne. Et ensuite, ça va conditionner notre immunité, nos capacités de digestion. Donc cette flore intestinale dont nous avons hérité à la naissance, mais surtout aussi ce qui vient après, c'est ce qu'on mange. C'est-à-dire en fonction de ce qu'on mange, en fonction de notre niveau de stress, on va agir sur cette flore intestinale. Si on mange beaucoup de sucre, évidemment, on va avoir des problèmes de santé, on va avoir des problèmes de digestion, des problèmes, tout ce que j'ai pu évoquer là jusqu'à maintenant. Des troubles du sommeil, de la concentration, etc. Donc, la première chose, réparer l'intestin et refaire la flore intestinale en donnant des bonnes bactéries, mais en donnant assez. Parce que si on prend des probiotiques, par exemple, comme ça, je veux dire, pris au hasard sur le marché, à très peu de bactéries, on ne va pas avoir d'effet. C'est pas suffisant. Il faut que les souches vraiment soient brevetées. Il faut qu'il y ait eu des études cliniques sur les bactéries en question qui se retrouvent dans les gélules. Il faut que la gélule soit gastro-résistante parce que les bactéries sont sensibles au suc gastrique. Donc il faut une gélule gastro-résistante. Et il faut qu'il y ait une quantité suffisante. Parce que malgré le fait que la gélule soit gastro-résistante, il y a quand même une grande partie des bactéries qui sont quand même tuées lorsqu'on les avale. Et il faut une quantité quand même assez suffisante pour compenser vraiment ces déséquilibres. Il faut vraiment beaucoup de bactéries. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a des troubles digestifs, souvent, on a des problèmes de détoxication. Et oui, parce que le foie intervient après. Il va venir, il va récupérer ce qui est venu de l'intestin. Et il va avoir beaucoup de travail si on a de la porosité intestinale. Alors que si l'alimentation s'il n'y a pas de porosité, si le filtre intestinal est parfait, la flore aussi, le foie va jouer son rôle et il n'y aura pas de souci, il ne va pas y avoir de problèmes à côté, de troubles de la détoxication qui sont souvent liés à des migraines, à des douleurs articulaires, à des nausées. Tout ça, c'est vraiment totalement lié. Donc il faut quand même activer, donner un petit peu le carburant, les nutriments au foie, l'aider à la détoxication. Voilà, donc ça c'est la deuxième base, c'est de s'occuper du foie. Mais la première, c'est de s'occuper de l'intestin, puisque c'est la première interface. Donc on ne peut pas, par exemple, prendre un produit détox, qui n'est pas mauvais, hein, je veux dire, avec de l'artichaut, etc., sans s'occuper d'abord de l'intestin. Puisque si on soigne, si on calme l'inflammation digestive, le foie, après, je veux dire, aura moins de travail, ou pourra du moins mener son travail à bien de détoxication de l'organisme. Et la troisième chose donc, qu'il y a à prendre en compte, bien sûr, comme je l'ai évoqué, c'est la sérotonine. Les personnes qui me consultent ont des problèmes de compulsion alimentaire, d'envie de sucre, surtout en fin d'après-midi et le soir, des problèmes de sommeil. Pourquoi ? Parce que c'est lié justement à ces troubles digestifs. C'est rare de voir quelqu'un avec des intolérances alimentaires ou du candida albicans et qui est bien moralement, qui dort bien, qui n'a pas d'envie de sucre. C'est très rare, c'est extrêmement rare. Voilà. Donc c'est important de prendre en compte cette partie-là et de prendre des nutriments qui vont agir sur la sérotonine à base de plantes, bien sûr, pour rétablir le sommeil, du moins au début, pendant quelques temps, pendant un mois. Pour vraiment aider la personne à mieux dormir, à retrouver quand même un peu d'énergie et à bannir le sucre. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. La gestion du sommeil, du niveau de stress et des envies de sucre, c'est indispensable dans ma prise en charge. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les éléments qui sont à mettre en place. Alors pour certaines personnes qui n'ont pas de troubles du sommeil, d'envie de sucre, c'est pas forcément nécessaire. Elles peuvent supprimer les aliments et suivre la diète anti-candida, donc qui consiste en gros à retirer les sucres, les levures, le chocolat noir, mais après il y a tout un tas d'autres aliments qui sont à éviter, mais les plus importants, ce qu'il faut retenir, c'est cela. Dans les intolérances alimentaires assez fréquentes, on a le gluten dans les produits laitiers, après il y en a bien d'autres, mais déjà en faisant ça, on fait un bon nettoyage. Pour les personnes qui ont besoin de conseils et qui ne viennent pas forcément me voir en cabinet, voilà, si déjà elles font ce travail, elles enlèvent, elles retirent ces aliments-là, il y a de fortes chances pour qu'elles aillent beaucoup mieux rapidement.
Donc, comme je disais après, c'est important de savoir ce qu'il faut manger. Donc, il faut manger assez varié, il faut manger des fruits et des légumes. Et surtout, il faut bien mastiquer. Parce que de ne pas mastiquer, les troubles de la mastication, le fait qu'on prenne des repas trop rapides, c'est ce qui va créer de la porosité intestinale à tous les coups. Si vous prenez un repas rapide, vous faites l'expérience, même un peu stressé, et que vous repartez après aussitôt, vous allez avoir mal au ventre. Voilà. Donc ça, c'est trop important d'insister sur la porosité intestinale, même si l'alimentation est parfaite, mais si la personne ne mange pas, ne mastique pas, c'est pas la peine. Elle peut prendre les suppléments alimentaires que je conseille et les mettre à la poubelle, hein, et les conseils avec. Voilà. Donc c'est trop important d'insister sur vraiment la mastication. Donc une fois qu'il y a cette base établie, c'est-à-dire les aliments supprimés, faut faire ça pendant un certain temps, pendant 3 semaines, 4 semaines ou plus, hein, si on est bien, on n'a pas besoin de réintroduire. Mais voilà, si on veut vraiment cibler les intolérances alimentaires, on va réintroduire les aliments l'un après l'autre au bout de 3 semaines, 4 semaines et voir ce que ça provoque. Par exemple, on a supprimé cette liste d'aliments et on se dit, bah, tiens, je vais réintégrer le gluten ou les produits laitiers, donc toujours un après l'autre, et voir ce que ça fait. Si ça fait rien, bon, ok, on reprend, on refait au bout de 2-3 jours, voir si ça crée des symptômes. Si ça crée toujours rien, bon, c'est que l'aliment en question, celui-là, ne vous est pas trop mal. On va faire la même chose avec un autre aliment. On va le réintégrer et on va voir un petit peu ce que ça fait. Est-ce que ça donne mal au ventre ? Ok, oui, là en effet, j'ai mangé cet aliment-là, ça m'a donné mal au ventre. Ok, alors peut-être une intolérance à cet aliment. Donc on le met de côté. Et c'est comme ça qu'on va arriver à cibler seul les intolérances alimentaires les plus fréquentes. Bien évidemment, après, on ne peut pas analyser toute l'alimentation et ça ne sert à rien. On peut faire des tests sur 300-400 aliments, mais ce qui est important, c'est ce qu'on consomme au quotidien. Et on ne consomme pas 400 aliments au quotidien. Donc, c'est vraiment, ce qui est important, c'est de cibler les principaux. Et de voir vraiment sur le long terme, sur le court et le long terme, le niveau d'énergie. Et en principe, le niveau d'énergie remonte assez rapidement. Et les douleurs articulaires s'estompent, à moins que ce soit lié vraiment à un problème mécanique de chute ou autre chose, mais ce que je peux dire, c'est que les 3/4 de mes patients qui viennent pour ce genre de troubles, de symptômes, de douleurs articulaires, de migraines, etc., c'est lié à l'alimentation. Voilà. Donc ça vaut quand même la peine de s'y intéresser. Comme on ne peut pas faire le lien entre l'alimentation et la santé, c'est quand même assez établi. Et la bonne nouvelle, c'est que ça n'a aucune incidence, je dirais, néfaste. On n'a aucun risque à changer son alimentation et à mieux manger. Voilà. Il n'y a pas de prise d'aliments toxiques, de chimiques, il n'y a rien de tout ça. Pour la cure nutritionnelle, pour les personnes qui prennent la cure nutritionnelle que je propose, les gélules sont végétales, il n'y a pas de conservateur, il n'y a vraiment que le principe actif aussi, et c'est des produits que l'on prend de façon ponctuelle, mais le but vraiment après, ça va aider au départ à réparer, mais le but c'est vraiment d'avoir une alimentation qui nous corresponde, hein, parce qu'elle doit vraiment être personnalisée. Il y a des personnes qui sont intolérants aux œufs, donc chez eux il faudra les éviter, et pour d'autres les œufs, au contraire, il n'y a pas d'intolérance et c'est quelque chose qui va leur fournir de l'énergie. Donc chaque cas est différent, mais on peut faire quand même pas mal de travail soi-même en étant vraiment attentif à ce type de symptômes. Il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Ça, c'est trop important. Et pour les personnes qui s'interrogent au quotidien sur ça, sur ces troubles digestifs qu'ils ont depuis longtemps, ou sur ces douleurs articulaires, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Voilà.